de nos avancées, voilà, sur les étapes de la négociation aujourd'hui. On va voir les étapes, les différentes étapes à respecter pour que la négociation puisse se passer dans des bonnes conditions. Voilà, c'est important. Cela, nous allons passer du temps. Avant de parler des étapes de la négociation, on va essayer de passer en revue le dernier cours, hein, le résumé du dernier cours. Après le résumé, on va aborder les étapes de la négociation, notamment en parlant déjà des objectifs, ou en rappelant des objectifs, parce qu'on avait déjà parlé des objectifs de la négociation. Et puis, on va parler des qualités qu'un bon commercial doit avoir pour négocier pour vendre un produit, pour vendre un service. Et puis, on va voir quelques cas particuliers pour la négociation par téléphone. Comment on négocie par le téléphone pour vendre par téléphone, pour vendre un produit ou un service par téléphone. Bon, alors, en résumé du dernier cours, on avait parlé de la prospection, les différentes étapes à suivre pour réaliser une prospection en bonne et due forme. Déjà, vous commencez par identifier et déterminer, identifier les objectifs à atteindre. On avait donné plusieurs exemples en termes d'objectifs. Ça peut être accroître votre chiffre d'affaires, faire plus de ventes. Ça peut être trouver de nouveaux clients, ou bien accroître la notoriété, de se faire connaître beaucoup plus, hein. Ça, ce sont des objectifs. Ça peut être en termes de communication aussi. Là, on avait passé du temps à expliquer. Après, il faut identifier la cible. La cible, on avait dit pour identifier la cible, il faut identifier d'une part la cible et aussi il faut catégoriser la cible. Identifier la cible et catégoriser la cible. On avait pris l'exemple, est-ce que ce sont des hommes ou bien des femmes, dépendamment de votre produit ou votre service. Leur tranche d'âge aussi, les tranches d'âge, bon, selon la loi, dépendamment du pays, on commence à partir des 18 ans. Les 18 ans, on va voir les jeunes, les jeunes de 18 jusqu'à 25 ans. Pourquoi jusqu'à 25 ans? On dit que à partir des 18 ans, ils rentrent à l'université et puis dans la majorité des cas, ils terminent leurs études à partir de 25 ans. C'est pour cela, c'est 18-25 ans. Là, on a une catégorie de consommateurs. Ce sont des jeunes, ça peut être filles ou bien des garçons, dépendamment de votre produit ou votre service. Et là encore, si c'est pour cette tranche d'âge-là, il faut que le prix du produit ou bien du service soit inférieur par rapport à la moyenne. Parce que si on part avec l'hypothèse que ce sont des étudiants, les étudiants n'ont pas gros budget. Voilà, c'est comme ça. Vous identifiez votre cible à prospecter et après, on avait pris plusieurs exemples. Hein. C'est produits cosmétiques, si c'est produits cosmétiques, on s'adresse à des femmes, On va voir, c'est plus des femmes de 25 jusqu'à 45 ans. Et c'est une population active, hein, qui travaille, qui a de l'argent et qui dépense aussi pour son bien-être. C'est ça qu'on avait vu. Voilà. Après, on avait identifié aussi les contraintes. Parmi les contraintes, il y a la contrainte de l'argent. Pour faire la prospection, il faut que vous disposez un minimum de budget. Parce que c'est important. Quel que soit le type de prospection que vous allez mener, il faut disposer au minimum un budget parce que c'est important. Important, hein, d'avoir un budget qui correspond à votre portefeuille et ce que vous voulez faire. Parmi d'autres contraintes aussi, la possibilité de trouver des personnes à prospecter. Ça arrive des fois. Ce sont des contraintes de temps, et aussi des contraintes du temps, et puis des contraintes par rapport aux aléas de la vie. Ça peut être des cyclones, inondations, dépendamment où vous êtes. Voilà. Après, il faut définir et identifier les modes de contact à utiliser. Est-ce que on va faire du porte-à-porte, on va faire du porte-à-porte, ou bien on va utiliser les téléphones, on va passer des appels téléphoniques, ou bien on va faire la prospection par email, on va envoyer des emails, ou bien on va distribuer des tracts, ou bien des brochures. C'est ça. Ce sont les modes de contact, hein. Il faut identifier et définir ces modes-là. Pour les identifier. Il y a les sources, hein, les sources des contacts. Hein. Parmi les contacts, les sources des contacts, on avait parlé des annuaires qui sont parmi les meilleures sources. Ou bien vous pouvez passer par des bases de données professionnelles
par des sites spécialisés pour pouvoir acheter des bases de données pour rentrer en contact avec ces prospects. Voilà. Et autre chose, il faut planifier. On a parlé de la planification des actions de la prospection. Donc, planifier, ce n'est pas d'un bon matin, vous levez, vous dites, ah, aujourd'hui, je vais passer des appels. Non. Il faut d'avance, vous avez votre agenda, vous planifiez ce que vous allez faire. Vous allez faire en fonction des jours de la semaine. On a dit, on peut le faire du lundi au samedi, sauf le dimanche, parce que le dimanche, il faut donner un peu de calme, un peu de repos aux gens. Et même jusqu'au samedi, à partir de midi, voire 13h, 1h, d'après-midi, et dans l'après-midi, vous arrêtez. Vous arrêtez parce que c'est important. C'est important, il faut toujours trouver ce créneau-là. Mais au fur et à mesure que vous menez la prospection, au fur et à mesure que vous allez acquérir de l'expérience, vous allez connaître votre public, vous allez connaître votre cible, vous allez vous adapter par rapport à votre cible. Là, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. D'accord? C'est au fur et à mesure que vous évoluez, vous faites ce travail, c'est au fur et à mesure que vous allez connaître votre cible et vous allez vous adapter. Voilà, c'est ça qu'il faut tenir compte. Et ça, c'est quand on parle de la planification des actions de prospection. Euh, Pareil, on va voir quel canal que vous allez utiliser. Si vous utilisez canal mail, hein, c'est quand il faut définir le jour que vous devez envoyer le mail et à quelle heure aussi. Vous planifiez tout à l'avance. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas casser la tête pour dire, bon, je vais attendre à telle heure pour que j'envoie le mail si je vais veiller l'heure. Non, 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 ce n'est pas comme ça marche parce qu'il y a des logiciels qui existent déjà. Avec ces logiciels-là, il suffit que vous savez comment manipuler ces logiciels et puis vous planifiez votre envoi et ça va directement, rapide et facile. Vous voyez ça directement. Voilà. Prendre contact avec vos prospects et réaliser la prospection proprement dit. Prendre contact avec vos prospects, c'est prendre contact directement avec les personnes que vous allez mener la prospection. Évaluer les actions et de la prospection. C'est toujours, il faut toujours évaluer, quel que soit ce que vous faites dans la vie, à un moment donné, il faut évaluer pour voir est-ce que c'est rentable ou pas. Même dans les relations avec des personnes, que vous êtes en relation d'amitié, est-ce que c'est rentable pour vous? Est-ce que ça ne vous fait pas perdre plus de temps? Qu'est-ce que ça vous rapporte? Il faut poser la question. Tout ce qu'on fait dans la vie, il faut évaluer. C'est pareil pour la prospection, on évalue toujours. Pourquoi on fait cette évaluation? On va voir, et si c'était, on a fixé l'objectif de la notoriété, est-ce que par une enquête de notoriété, est-ce qu'on est beaucoup plus connu? Est-ce que c'est, on avait fixé l'objectif pour accroître du chiffre d'affaires? Est-ce qu'on a réalisé plus de ventes? Vous voyez, c'est cette évaluation-là qu'il faut faire. Et après cette évaluation, il faut prendre des décisions et il y a aussi des mesures correctives si vous avez commis des erreurs. Alors, les techniques de prospection, on avait beaucoup plus insisté sur le marketing direct et la communication, soit par des moyens de presse, hein, parfois qui coûtent très cher, et parmi lesquels on avait cité affichage, radio, télé, la presse, mais on peut même aller encore plus loin, le cinéma, qui est un autre média qu'on peut utiliser. Quand on parle du cinéma, il y a tout type de cinéma sans entrer en détail, il y a aussi le média Internet, hein, le média Internet, qui est un autre média qu'on peut utiliser de deux manières. Soit on passe par des sites spécialisés, soit on passe par les réseaux sociaux. Et pareil, parmi les réseaux sociaux, il y en a qui sont disponibles pour bavader, pour discuter, les réseaux de type Messenger, Facebook, Instagram, WhatsApp, et il y a des réseaux qui sont purement professionnels. Parmi les réseaux qui sont purement professionnels, on avait cité Zing, qui est beaucoup plus utilisé en Allemagne et en Europe de l'Est, une partie de l'Asie, et aussi LinkedIn, qui est utilisé partout à travers le monde. Et pour le monde francophone, il y a Viadeo aussi qui existe. Voilà, on a parlé de ces plateformes-là quand on utilise, dépendamment du type de prospection. Est-ce que du type de prospection aussi, du type de cible en fonction du business. Est-ce que vous êtes en B2B ou bien en B2C? B2B, ça veut dire que vous vendez des produits ou des services qui sont à destination des entreprises et B2C, vous vendez des produits et services qui sont à destination des particuliers, des personnes comme vous et moi. Voilà. Alors, c'est ça qu'on avait parlé. Bon, je pense qu'on avait, en gros, on avait bien abordé cette partie-là. Maintenant, une fois qu'on termine avec la prospection,
on recherche du client, on sait où se trouvent ces clients-là, on a des clients. Maintenant, on a des rendez-vous, on peut commencer à négocier avec les gens. Mais pour vous rafraîchir un peu la mémoire, je vais arrêter le partage ici. Je vais passer la main à... Bon, peut-être on verra après, mais au moins, on aimerait voir quelques vidéos qui résument c'est quoi la prospection ou bien avec des conseils derrière, des conseils qui arrivent derrière pour la prospection. Voilà, ça c'est important. En attendant que les autres arrivent, j'arrête ici et puis je crois que je vais essayer par voir avec notre, si je peux partager ici, ouais. Alors je vais arrêter le partage et puis on va voir. Voilà, hop, voilà, hop, j'ai oublié comment faire ça. Ouais, paramètres vidéo. Ok, ça c'est bon. On va partager une vidéo. J'espère que vous verrez. Hop, voilà. Ça prend temps. Vous n'entendez pas? On a un problème du son. Bon, pas grave, on va juste arrêter parce que on a un problème du son qui n'a pas été testé. Hop, bon. On revient sur notre présentation. Bon. Voilà. Maintenant, passons à notre présentation du jour parce qu'on a un petit problème du son. On va pas perdre notre temps. Si vous voulez, je vous mets et après, je vous mets tout et vous aurez le temps de les consulter. Voilà. OK. Bon. Maintenant, passons à notre deuxième chapitre. C'est notre deuxième chapitre sur les étapes de la négociation. On va voir ça rapidement parce que, voilà, déjà 15 minutes. On va voir ça rapidement. Les étapes de la négociation. Parmi les étapes de la négociation, on va parler un peu de généralité sur la négociation. Déjà, quand on parle de la négociation, on négocie pour vendre quelque chose. Même une information, ça se vend. Une information. On négocie pour partager l'information. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. Alors, pour la négociation, ce qui est important pour nous, on va en parler, c'est déjà le rôle du vendeur, le rôle du vendeur dans la négociation, parce que c'est important. Le vendeur a son mot à dire dans la négociation, c'est ça. Et puis le rôle de l'acheteur aussi. Quel est le rôle du vendeur? Quel est le rôle de l'acheteur? Euh, le rôle du vendeur. Le vendeur est là pour vendre son produit pour avoir de l'argent et l'acheteur est là pour acquérir un bien, pour acquérir un bien. Voilà, pour acquérir un bien pour, par contrepartie, de l'argent. Et puis la réalisation de l'acte de vente, une fois que l'acte est réalisé, là, on arrive à un accord. C'est d'où la finalité de la négociation en commercial. Réalisation des ventes, une fois c'est fait, là encore, on va discuter en termes de produits, en termes de services, en termes de business. En B2B, si c'est business, business to consumer, qui c'est business entre l'entreprise et un particulier, si vous êtes négociateur pour une entreprise, vous allez négocier avec un particulier et comment, quelle posture qu'il faut tenir compte. Et en B2B, si vous êtes représentant d'une entreprise, vous allez négocier avec un autre représentant d'entreprise. Là, c'est business to business. Quelle posture qu'il faut prendre? Alors, entre ces deux cas-là, quand vous négociez avec un particulier, là, il faut attendre toujours des choses qui pourraient arriver. Par exemple, hein, l'émotion. L'émotion et la personne qui est en face de vous va décharger toutes ces charges émotionnelles sur vous. C'est à vous de vous armer, déjà de l'écouter et puis de ne pas vous laisser emporter par les émotions. Il faut rester professionnel. Là, ça, c'est une chose. Mais par contre, si vous êtes en B2B, vous vendez des produits ou des services pour
l'utilité des entreprises, vous êtes en négociation avec un autre responsable d'entreprise, là encore, il faut attendre des choses. Ce que la personne qui est en face de vous, c'est un expert de la négociation. Et vous, il faut que vous êtes aussi un expert, vous allez négocier avec cette personne-là. Ce qui est intéressant pour vous, c'est de mettre en avant les caractéristiques de votre produit ou votre service, les caractéristiques. Vous allez juger sur les caractéristiques. Parce que la personne qui est en face de vous, c'est un expert. Là, vous ne pouvez pas passer à côté. Voilà, vous voyez la différence. Négocier dans un contexte client particulier, il faut attendre à la charge émotionnelle du client en face de vous. Mais si vous êtes dans un contexte de business to business, là, essayez de jouer sur les caractéristiques de votre produit, votre valeur ajoutée, ce qui est différent totalement de la masse. Bon, là, on a quelques exemples. Par exemple, en B2B, on a des représentants des banques, hein, des sociétés d'assurance, des cabinets de consultance, des cabinets d'avocats, pharmacies, consultance, etc., etc. On a toute cette panoplie de professionnels. On peut négocier dépendamment de notre produit ou notre service. Alors là, on est en présence des experts, des personnes experts, par exemple un avocat, un médecin est considéré comme un expert, un pharmacien, c'est un expert. Quand vous négociez avec eux, essayez de mettre en avant les caractéristiques plutôt, les caractéristiques de votre produit, les caractéristiques expliquent la qualité derrière. Parce que la caractéristique, on va voir la composition du produit, parce que il faut démontrer à la personne que votre produit, c'est de la qualité. Et pour démontrer la qualité, vous commencez à parler de la composition du produit. La composition du produit, les matières premières qui rentrent en ligne de compte, les précautions que vous avez prises ou bien qu'on avait pris lors de la fabrication et les tests qui ont été réalisés, les tests par des laboratoires. Vous donnez des noms de laboratoires, même si ce n'est pas reconnu, mais au moins on voit que c'est un professionnel qui parle déjà. Et au lieu d'insister sur la qualité de vos produits, la personne en face de vous va vous poser d'autres questions sur, par exemple, sur les services après-vente. Si je commande maintenant, c'est quand je vais recevoir, etc., etc. Vous voyez, là, vous êtes en présence des experts. Des experts, vous jouez sur les caractéristiques de votre produit et notamment la composition de votre produit, les matières premières qui rentrent dans la fabrication du produit. C'est ça qu'on fait quand on est en présence d'un expert. Pareil, si vous allez acheter, je ne sais pas, des imprimantes ou bien une imprimante ou un vidéoprojecteur pour une école, quand vous allez négocier pas avec des amateurs, vous allez négocier avec des champions, des professionnels. C'est pour cela qu'il faut jouer sur ces aspects-là, sur la performance. Par exemple, une imprimante, combien de feuilles par minute, hein, ça peut imprimer combien de feuilles par minute, hein, les types de recharge, où je peux trouver l'encre pour recharger, etc. Vous rentrez vraiment dans les caractéristiques spécifiques parce que là, vous négociez sur les choses qui sont importantes ce n'est pas pour avoir le dessus. Si vous mettez en tête que vous devez avoir le dessus et en même temps, vous pouvez penser aussi, vous pouvez avoir les dessous aussi. Si vous mettez en tête, il faut que vous gagnez à tout prix, il faut que vous mettez en tête que vous pouvez perdre à tout prix. Là, non, non. C'est juste que j'ai un besoin, il faut que j'arrive à satisfaire mon besoin. Et pareil, la personne en présence, c'est ça. Ça. Il y a un échange. Un échange. Autre chose, en B2B, qui contrairement à B2C, en B2B, si vous vendez une personne ou bien une société un service de mauvaise qualité, ne vous inquiétez pas, ce service que vous vendez ou bien ce produit, c'est la dernière fois que vous allez vendre avec cette entreprise ou cette société parce qu'ils vont trouver d'autres ailleurs. Ça, il faut penser à ça. Il faut penser à ça parce que ce sont des professionnels, parce qu'ils ont une réputation à tenir. Vous n'allez pas salir leur réputation. Ça aussi, il faut penser à ça. Voilà, on va voir ça au fur et à mesure quand on va parler des critères qu'il faut respecter pour être un bon négociateur, hein. Ça aussi, on va voir ça. Mais en B2C, on a pris l'exemple, par exemple, quand on parle des particuliers, ça peut être vos voisins, ça peut être vos frères et sœurs, ça peut être vos collègues de travail, ça peut être vos amis aussi, votre entourage proche ou éloigné. Voilà, c'est tout ça quand on parle en B2C.
En B2C, c'est ça, quand on parle des particuliers. Voilà, bon, OK, on a terminé avec les généralités. Maintenant, on va voir quelques éléments de définition. Parce que c'est important pour nous de définir, de voir quelques notions de définition qui vous permettent plus ou moins d'avoir une idée claire. Bon, on a déjà parlé de la définition lors de la première séance, le premier cours. On avait beaucoup parlé. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus ou moins en détail, mais avec des rappels qui sont importants. Bon, ça, c'est une définition que vous pouvez trouver sur Internet, sur le site de e-marketing.fr. E-marketing.fr, c'est une plateforme de professionnels du marketing qui ont vu l'évolution du marketing de l'Internet, qui ont proposé une plateforme qui permet de recenser les définitions qui sont importantes, hein. Parfois, ce sont des définitions qu'ils ont prisées dans les livres. Ce pas des définitions qu'ils ont inventées. Ils ont prisé dans des livres, hein, et puis ils nous ont proposé ça. Donc, par définition, on dit que la négociation, c'est toute démarche ou bien un ensemble de démarches ou bien, et de processus de communication. C'est en négociation, on communique, on parle, on parle. Vous vous rappelez, lors de la première séance, on a pris l'exemple d'un parent qui arrive à faire des choses à ses enfants. Voilà, c'est par la négociation. Un parent qui arrive à partager un repas entre ses enfants. Par exemple, un parent, s'il y a deux enfants et pour un orange qui se bat pour un orange, et le parent, qu'est-ce qu'il fait? C'est la maman ou bien le papa va trancher l'orange en deux parties et de manière séparée et donne une partie à chaque enfant. Voilà, c'est la même chose. C'est ça, on dit, c'est de la communication. Par la communication, là, on arrive à faire des choses. On dit pour confronter des positions. Voilà, des positions. Nous ne sommes pas en lutte, nous ne sommes pas en politique ou bien nous ne sommes pas dans un débat à la présidentielle américaine. Voilà, là, on est vraiment, quand on parle de confrontation, on parle de confrontation des positions, des points de vue, des intérêts. Ça aussi, des intérêts. Alors, moi, je vois beaucoup plus intérêt, pas seulement position. Position, quand on voit position, c'est plus en négociation politique. Mais bon, en négociation commerciale, on voit beaucoup plus les intérêts. La confrontation des intérêts et des attentes dans le but de parvenir à un accord entre les parties concernées. Voilà. En négociation, on a des intérêts en négociation commerciale, chacun a son intérêt, mais au final, c'est arriver à un accord. Et l'accord, quand on termine, il y a un poignet de main entre nous deux, et puis bon, on passe à autre chose. Voilà, ça c'est important. Et puis, même si on dit on a des positions, ne pensez jamais que vous devez avoir les dessus. Ça, il faut que vous enlevez ça dans la tête. Ne pensez jamais que vous devez avoir le dessus. C'est ça. C'est ça qui fait, quand vous pensez à ça, si la personne en face pense la même chose, on ne va jamais se mettre d'accord. On va s'entre-déchirer, perdre du temps, déjà perdre de l'énergie pour rien. Et ce temps-là, on pourrait consacrer pour avancer sur les objectifs, pour faire avancer notre entreprise ou bien pour faire avancer notre carrière. Ça aussi, il faut penser à ça. Voilà, on dit toujours, c'est toujours deux parties. Deux parties, il y a deux points de vue ou bien deux intérêts à confronter. Le point de vue de l'acheteur pose la question, qu'est-ce que j'ai besoin? Et du point de vue du vendeur, la question que le vendeur se pose, hein, mon offre est-elle la meilleure du marché? Ça, c'est important. Et c'est comme ça. C'est toujours, nous sommes la meilleure. Je me rappelle, une fois quand j'étais étudiant, on était allé visiter une brasserie à l'arrivant là-bas, que la dame, la dame qui nous faisait la visite a dit, ah, nous sommes la meilleure. Ouais, la meilleure dans la production des boissons. Ok, parmi les boissons, nous sommes la meilleure. Bon, voilà. Et pourtant, quelques jours plus tard, on était allé visiter une autre brasserie. C'était la même chanson qu'on a écoutée. Voilà. Nous sommes la meilleure. Ça, il faut que vous ayez ça en tête. C'est que vous êtes vendeur ou bien vous êtes acheteur. Si vous êtes acheteur, c'est qu'est-ce que j'ai besoin? Je dois satisfaire mon besoin. Et si vous êtes vendeur, vous avez dit, vous allez mettre en avant votre offre. Mon offre est la meilleure, je dois l'échanger pour de l'argent. C'est échange. OK. Pareil pour en ce qui concerne l'intérêt. L'intérêt de l'acheteur, c'est avoir un bien pour répondre à son besoin. Et puis pour le vendeur, c'est vendre le bien
qu'il a fabriqué pour rentrer de l'argent à sa caisse. Il faut rentrer de l'argent à la caisse. C'est ça. Ce n'est pas sans raison. Quand vous voyez que pendant les périodes de fête, vous arrivez dans les supermarchés, il y a toujours des promotions. Il y a toujours des rabais, des ristournes. Pas possible. Il y a toujours des opérations de promotion. Ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a du stock, il faut écouler le stock. Il faut écouler les stocks et puis quand ça reste en stock, ça coûte de l'argent parce que ça consomme de l'énergie. Parfois, les gens ne pensent pas à ça. Ça consomme de l'énergie. Ça demande de l'entretien. Il faut payer quelqu'un pour entretenir ces produits qui sont en stock. C'est pour cela qu'il faut qu'il écoule le stock et vendre et puis ramener d'autres produits. C'est pour cela qu'il organise souvent des opérations de promotion. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, les objectifs maintenant, voyons les objectifs de la négociation que vous connaissez déjà. Les objectifs, c'est d'avoir un dialogue équilibré. D'avoir un dialogue équilibré, ça permet déjà de connaître le client, la personne qui est en face de vous. Vous connaissez la personne en discutant avec la personne et aussi ça permet d'anticiper ses besoins et ses attentes avec justesse. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Connaître la personne pour anticiper ses besoins et ses attentes avec justesse. Alors, si vous partez dans la négociation, vous mettez en tête, je rencontre la personne, c'est pour vendre mon produit, là, vous faites erreur. Il faut déjà discuter avec la personne. La personne a déjà accepté pour vous écouter. Vous avez une chance déjà. Il faut discuter avec la personne. C'est en discutant avec la personne, vous allez cerner ses besoins et ses attentes aussi. À ce moment-là, vous pouvez répondre à ces besoins. Vous allez cerner. Si vous avez des produits ou bien des services qui correspondent à ces besoins, c'est à ce moment-là que vous allez répondre à ces besoins. C'est comme ça fonctionne. C'est comme ça fonctionne. Vous n'allez pas inventer la roue, mais c'est comme ça quand vous faites ça et ça marche très bien et ça passe très bien. D'accord? Vous écoutez la personne, vous cernez ses besoins. Là encore, quand vous voyez les gens qui travaillent dans les agences de marketing, marketing relationnel, quand on dit les agences de marketing relationnel, les agences de vente des produits en ligne. Je ne vais pas citer les noms, mais on rencontre ces personnes-là, sont toujours prêtes à tout pour vous vendre tout et n'importe quoi. Même si vous dites que vous n'avez pas besoin. C'est comme ça, les personnes sont prêtes à tout pour vous. Maintenant, ça, c'est déjà, c'est de vous forcer la main. Quand on ne force pas la main en négociation, on écoute, et on avance ses plans. Au fur et à mesure, on avance ses plans. On écoute, on cible plus ou moins. Et si on voit que la situation est très tendue, on n'arrive pas à trouver une solution, vous demandez à la personne en face, si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Voilà, c'est tout simple. Et ça passe. Ça passe. Voilà. Répondez aux attentes des clients avec justesse et de la meilleure façon, hein, avec justesse et de la meilleure façon. Euh, et aussi, euh, fidéliser la clientèle et lutter contre son attrition. Bon, ça, c'est un terme technique. Attrition, ça veut dire perte de clients. Fidéliser la clientèle, si la personne est déjà client, c'est plus facile de garder quelqu'un qui a acheté un produit ou un service chez vous au lieu de trouver une autre personne. C'est plus facile de garder une personne dans votre base de données en tant que client, de fidéliser cette personne-là au lieu de trouver de nouvelles personnes pour acheter votre produit ou votre service. Parce que cette personne, la nouvelle personne est déjà chez quelqu'un ou bien est déjà acheteur ou bien client chez un concurrent, chez votre concurrent. Voilà, ça, il faut que vous ayez ça en tête. C'est pour cela, une fois qu'une personne est en contact avec vous pour votre produit ou vos services, essayez de garder cette personne. N'essayez pas d'enterlouper la personne, de donner un faux produit à la personne ou bien vendre la personne à un prix qui est exorbitant. En quelque sorte, ce qui fait beaucoup d'erreurs quand on voit que si que on a trois personnes qui passent sur un même stand, ils vendent le même produit. Et à la première personne, on a vendu la première personne pour 30 euros ou bien 30 dollars. La deuxième personne qui arrive, on dit, ah ouais, je vous connais. Voilà, vous êtes le fils ou bien la fille de un tel ou une telle.
Je vous vends ça pour 20 euros. Il y a un autre qui arrive, 25 euros ou 25 dollars. Mais si ces personnes-là se rencontrent pour dire, ouais, j'ai acheté ça chez telle personne ou bien sur tel stand, ça m'a coûté tant, ça m'a coûté tant, il y a un décalage. Il y a un qui avait à payer pour 30 dollars, l'autre 20 dollars et un autre pour 25 dollars. Il y a entre 10 et 5 euros d'écart, dollars d'écart entre ces trois personnes. Là, vous créez un problème. C'est pour cela je vous conseille beaucoup plus la façon pour mieux fidéliser les gens, ce n'est pas vendre à prix réduit, mais c'est de donner un échantillon à côté, ou bien un supplément de produit. Bon, voilà, je vous connais, voilà, puis pas de souci. Ça coûte 20 dollars ou bien 30 dollars, je vous vends pour 30 dollars. Je vous vends pour 30 dollars, à côté, je peux vous donner un échantillon. Ça passe très bien, il n'y aura pas de jalousie. Mais quand ça concerne le prix, les gens ne rigolent pas. C'est pour cela qu'il y a toujours des plateformes de comparaison. C'est là qu'il y a des sites de comparaison des prix des produits. On va voir les gens qui passent leur temps avant d'acheter ou bien de commander un produit sur Internet. Ces gens-là vont regarder sur Alibaba combien ça coûte. Après Alibaba, ils passent par AliExpress. Ils vont dire, tiens, tiens, il y a un décalage. Après AliExpress, ils vont regarder Amazon. Amazon, c'est pas mal. Après Amazon, ils vont regarder eBay. Après quatre comparaisons, c'est à ce moment-là, ils vont faire leur choix. Ils vont faire le choix pour acheter le produit. Pour dire, parmi ces quatre sites Internet, je trouve les meilleurs chez Alibaba. Mais par contre, chez Alibaba, il faut commander en termes de volume. Bon, c'est trop élevé pour moi. Bon, je regarde et AliExpress, hein, c'est pas mal du tout. Je passe par AliExpress. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est même dans la vie courante, ça passe comme ça. Ça passe comme ça dans la vie courante. Voilà. Et après, augmenter le taux de rétention, fidéliser la clientèle et lutter contre l'attrition. Quand vous gardez cette clientèle, votre base de données va être de qualité. Les clients ne vont pas partir. Les clients ne vont pas partir. Quand on voit attrition, en quelque sorte, signifie perte de clients. Ce mot-là. Attrition, c'est un terme technique qu'on utilise beaucoup plus en langage commercial qui signifie perte de clients. Alors, beaucoup plus les banques utilisent beaucoup plus cet indice. Augmenter le taux de rétention. Taux de rétention, en quelque sorte, ce sont les clients qui achètent à nouveau votre produit. Les clients qui avaient acheté une première fois ou qui ont trouvé c'est de la qualité, ils reviennent à nouveau, ils achètent vos produits et vos services. Ça, c'est le taux de rétention, vous augmentez. Rétention, c'est capter ou bien garder des clients dans votre giron. Et puis, attrition, c'est perte de clients. Maintenir une relation durable et performante avec les clients. Quand on parle de relations durables, hein, c'est le nombre de temps que les clients restent en contact avec votre entreprise. Et puis, c'est important de mentionner parce que c'est important. Enfin, améliorer les chiffres d'affaires de l'entreprise. Les chiffres d'affaires de l'entreprise, bon, quand vous vendez plus et vous améliorez votre chiffre d'affaires. Vous avez de l'argent, vous pouvez investir dans une technologie, par exemple, hein, pour augmenter encore votre capacité à répondre aux besoins de la clientèle. Voilà, ça, c'est l'objectif de la négociation. C'est l'objectif de manière globale de la négociation. Voilà, ça, il faut pas passer à côté parce que c'est tout ça on vous demande bon, je pas dit de maîtriser, mais au moins vous essayez de comprendre tout ça. Voilà. Et puis, quand on dit augmenter les chiffres d'affaires de l'entreprise, ça passe par la vente des produits ou des services. Voilà, ça c'est important. OK, maintenant, passons à la qualité, les qualités d'un bon négociateur. On dit commercial, un commercial est avant tout un négociateur. Les qualités pour être un bon négociateur. Ces qualités-là, on va avoir certaines de ces qualités en détail, mais pas tout dans l'ensemble, parce qu'il y a certains qui sont inclusives à d'autres. Par exemple, il faut être crédible, crédibilité et honnêteté. Alors, crédibilité et honnêteté. Là encore, bon, parfois il y a quelqu'un qui m'avait dit depuis quand les gens, les commerciaux étaient honnêtes. Depuis quand les commerciaux étaient honnêtes. Bon, ça, par rapport à cet aspect-là, il faut être crédible. Il ne faut pas mentir.
Quand on dit crédibilité, il faut être honnête envers l'entreprise et envers les clients qui sont en face de vous. Il ne faut pas mentir. Crédible et honnête. Honnête, si vous n'avez jamais utilisé le produit, il faut dire que j'ai jamais utilisé le produit. D'accord? Et puis, si vous connaissez que le produit que vous vendez, ça ne va pas améliorer les conditions de la personne, il faut dire que ça ne va pas améliorer. Il ne faut pas vendre déjà. Il ne faut pas vendre ce produit-là. Il faut l'enlever de votre base de données, pour enlever de votre portefeuille produit. Alors, c'est pareil quand on dit qu'il faut être honnête. On voit dans les pays étrangers, parfois, il y a des annonces que l'État sort. L'État sort des annonces pour dire que il faut ramener tel ou tel produit. Vous qui avez acheté tel ou tel produit, ce n'est pas bon pour la santé, il faut les ramener. Il faut les détruire. Voilà. Et quand on parle de l'honnêteté, vous savez que Volkswagen a été condamné parce qu'ils savaient très bien que leur véhicule n'avait pas intégré la technologie qui permet de réduire l'indice d'octane. A été condamné. Pareil, le Lactalis aussi a été condamné. Il savait très bien, le lait a été souillé par le salmonelle. Bon, voilà, c'est tout ça. Ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça. Il faut être honnête. Crédibilité, écoute actif, hein, ça, on avait dit que c'est un dialogue. Hein. Pendant que vous dialoguez avec la personne, ne cherchez pas à montrer à la personne que vous êtes savé, vous connaissez plus que la personne. Il faut écouter la personne, et pendant que la personne parle, vous prenez des notes. C'est ça, c'est ce qu'on appelle écoute actif. Ça montre à la personne que vous prêtez attention à ce qu'elle dit. Ça, c'est important. Que ça montre à la personne qu'elle est quelqu'un d'important à vos yeux. Vous l'écoutez. Ça aussi, ça, c'est, en fait, c'est un problème extraordinaire. Parfois, moi, j'arrive dans une réunion, je ne parle même pas. Je suis là, j'écoute, je prends des notes et puis j'écoute les gens qui posent des questions. Si j'avais une question, je vois quelqu'un pose la question. Du coup, j'efface dans mon carnet. Je dis, bon, j'ai déjà ma réponse. C'est pas la peine de poser la même question. Et pas la peine d'aller chercher la petite bête aussi. Voilà, ça, c'est important. Écoute active, c'est très important. Écoute active. Voilà. Et puis, après écoute active, c'est bien organisé. Bien organisé, dynamique, être dynamique et actif être dynamique et actif, hein, bien organisé en quelque sorte, c'est que ce n'est pas le jour J que vous arrivez là-bas, vous arrivez bien vous faites une prospection téléphonique ou bien vous allez négocier sur place. C'est à ce moment-là, vous allez dire, mais vous pouvez me présenter qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Vous devez vous renseigner à l'avance sur ces informations. Et pareil, bien organisé, vous préparez un ensemble de questions éventuelles que la personne en face de vous va vous poser. Par exemple, si vous allez présenter un produit, la personne va vous demander le prix du produit quand même. Et il faut que vous ayez en tête que la personne peut vous demander des avantages. Ça aussi, il faut négocier des avantages avec vos supérieurs hiérarchiques. Là encore, il faut tenir compte de ça. Il ne faut pas dire, oui, bon, je ne peux pas vous répondre maintenant, la prochaine fois. Mais non, il n'y aura pas une prochaine fois. Il faut que vous partez à l'idée qu'il n'y aura pas une prochaine fois. Ça aussi. Il faut que vous préparez une liste hein, de questions avec une liste de réponses éventuelles quand vous allez négocier, normalement, si vous allez négocier pour un produit ou un service, il va y avoir des questions sur le produit, sur les services. Pourquoi je dois utiliser ce produit? À quel moment je dois l'utiliser? Quels sont les éventuels méfaits? Tout ça, les inconvénients, les avantages, tout ça. Il faut tenir compte de tout ça. Quand on dit il faut vous organiser, c'est dans ce sens-là. Pareil, aussi, ça peut arriver quand vous arrivez, la personne qui vous reçoit, ce n'est pas cette personne-là qui peut décider. Peut-être cette personne-là va vous proposer un autre rendez-vous pour pouvoir négocier avec son supérieur hiérarchique. Et là encore, il faut tenir compte, il faut marcher avec votre emploi du temps. La personne va dire, bon, c'est vrai, ce que vous avez présenté, c'est extraordinaire. Je vais vous mettre en contact avec mon supérieur hiérarchique, mais par contre, il n'est pas disponible aujourd'hui, ce sera telle date. Là encore, il faut que vous ayez votre agenda sur vous pour regarder est-ce que ça vous convient. Si la personne dit, bon, aujourd'hui, nous sommes en 10 décembre, je vous donne rendez-vous le 20 décembre. Là encore, quand la personne dit 20 décembre, il faut
rebondir pour dire 20 décembre, est-ce que c'est matin, est-ce que c'est après-midi, si c'est matin, à quelle heure, c'est après-midi, à quelle heure. Vous voyez tout ça. Et comme ça, vous regardez votre agenda pour voir si c'est bon pour vous. Si ce n'est pas bon pour vous, vous dites, ah, par contre, j'ai déjà un rendez-vous, telle date, est-ce que vous ne pouvez pas trouver un autre créneau? Vous voyez, d'être réactif. Mais ça, c'est ça qu'on vous demande. Dynamique et actif, c'est ça. Et puis, présentation vestimentaire, là encore, votre tenue vestimentaire. Là, tenue de ville, bon, ça, c'est ce qu'on appelle tenue de ville. Bon, on va dire les tenues d'un bon négociateur, la tenue d'un bon négociateur. Quand on parle de la tenue d'un bon négociateur, c'est en trois pièces, hein, trois pièces, trois, là. Si, cette histoire de jean, vous laissez ça de côté. Ça, ce n'est pas pour vous. Vous mettez ça de côté, l'histoire de jean, et rester, respecter le standard du capitalisme. Ça, c'est le standard du capitalisme, c'est les trois pièces. Tailleur, on va dire en tailleur, il faut être en tailleur pour aller négocier la tenue vestimentaire. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. C'est pareil. L'esprit de communication, quand on parle de l'esprit de communication, là, il faut communiquer. Il faut que vous avez la capacité de communiquer avec, de transmettre les bonnes informations, de communiquer avec la personne en face de vous. Là encore, il faut écouter et écouter, poser les questions aussi quand il y a un moment pour poser des questions, il faut poser des questions. Et après, un bon communicant présente des preuves déjà. Marcher avec un catalogue pour montrer des exemplaires. Là, ça me permet de revenir sur les personnes ou bien les personnes qui sont micro-entrepreneurs. Ça, je trouve beaucoup plus dans la diaspora haïtienne qui participent dans des foires. Quand vous participez dans des foires, vous n'avez pas les moyens. Si vous n'avez pas les moyens pour avoir un catalogue, mais au moins avoir quelques photos. Il faut faire quelques photos pour montrer comment vous préparez vos produits parce que c'est ça qui induit la confiance. Là, la personne qui passe sur votre stand, qui discute avec vous, là, vous êtes en pleine négociation. Et vous avez la chance d'être exposant. Si vous êtes exposant, c'est tout le monde qui passe auprès de vous. Il faut discuter avec la personne. Et là encore, il faut enlever en tête l'idée en tête que vous êtes là pour vendre. Vous n'êtes pas là pour vendre. C'est du réseautage qui est important. Bah, c'est ça qui m'a permis de mentionner une information qui j'ai participé bon, dans une fois, ça fait 2 semaines, mais j'ai passé sur un stand, je vois quelqu'un qui me connaît, et la personne à tout prix veut me vendre un produit que je n'ai pas besoin du tout. La personne m'a forcé là. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, je vais lâcher pour donner à quelqu'un. Et la personne que j'allais faire cadeau, et j'ai pris rendez-vous avec la personne n'était pas venue, avec d'autres soucis, n'était pas venue. Bon, j'ai acheté un produit que je n'ai pas besoin. Vous voyez, mais là, ça reste hein, sur un peu entre mes dents pour dire que ça m'a fait mal. Et cette personne-là, quand je vais rencontrer cette personne-là dans la vraie vie, je vais dire, attention, vous étiez en position commerciale, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas chercher à vendre à tout prix. Et en plus, moi, j'étais prêt à donner pas mal de filons à la personne, même un réseau de contacts pour des personnes à contacter qui je sais qui pourraient être intéressées par ce produit. Mais bon, la personne était, quand j'ai dit, mais j'ai quelques contacts à vous donner, mais non, ce n'est pas le contact que je veux, c'est il faut que vous achetez. Bon, voilà, ça aussi, le réseautage, ça coûte de l'argent. Quand quelqu'un va vous mettre en contact avec quelqu'un d'autre, là, ça vaut de l'or, il faut respecter ça. Parce que pour construire un contact, un réseau, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps et on peut tout perdre d'un moment à l'autre. Voilà. OK. Autre chose, c'est d'être professionnel, d'être souriant. Bon, quand on dit souriant, vous n'allez pas rigoler juste pour rigoler. Non, si vous n'êtes pas souriant, ça, c'est travail. C'est travail. Si on parle de la politique, en France, il y a un leader politique. Oui, on l'avait travaillé pendant 6 mois pour qu'il soit souriant quand il est en face du public, quand il est devant une caméra, pour qu'il soit souriant. Mais il n'était jamais souriant. C'est ça. Mais ça se travaille, ça se travaille. Et si vous n'êtes pas souriant, essayez d'être souriant, même si on sait que parfois on traverse des moments, ça peut être compliqué, mais d'être souriant, ça quand même, c'est bien pour faire ce travail. Quand on négocie, si on part en négociation, on arrive, on est souriant,
là encore, la personne va avoir confiance. La personne va se livrer en face. La personne en face de nous va se livrer sans problème. Alors là encore, c'est pareil. Si je reviens sur l'organisation, sur bien organiser, arriver à l'heure aussi. La ponctualité, ça compte. Vous arrivez toujours avant l'heure. Si vous arrivez avant l'heure, pour la négociation. Avant de négocier, vous allez rencontrer les gens avec qui vous allez négocier. Ça vous permet de vous familiariser professionnellement, bien sûr. Quand je dis pour familiariser, de voir qui est en face de vous et la personne qui est en face de vous. Et comme ça, la personne va vous chercher à vous connaître et vous, pareil. Et puis, bon, voilà, si on a déjà eu une première discussion en aparté et quand on est vraiment dans le vif du sujet de la négociation, on connaît qui est en face de nous, on sait comment nous prendre. Voilà, ça c'est important. Et aussi garder le sang-froid. Le sang-froid, c'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde de toujours garder le sang-froid. Bon, il y a quelqu'un, je pensais pendant l'année dernière, pendant la réforme des retraites en France, ça, il y avait pas mal de personnes qui étaient dans la rue. Il y a quelqu'un qui est un économiste qui a fait un travail exceptionnel. Il était allé présenter ses résultats sur une chaîne de télé, mais il y avait des gens qui étaient hostiles à lui, qu'il avait vraiment, vraiment ironisé pendant qu'il présente son travail. Il a dit, mais vos trucs là, je ne sais pas comment vous avez fait, mais bon, est-ce que ça colle avec la réalité? Alors, pour un chercheur qui a passé près de 3 ans à travailler sur un sujet, trouve des résultats, et puis bon, les autres qui ne connaissent rien du tout, cherchent à lui ironiser et puis bon, lui ridiculiser. C'était horrible de voir ça, mais lui, il garde son sang-froid. Ça aussi, c'est ça. Il faut que vous gardez toujours votre sang-froid parce que ça arrive, il y a des gens, les gens qui sont en face de vous, cherchent souvent la confrontation. Ça aussi, ça ne se passe pas bien. Bon, si je prends l'exemple, par exemple, bon, je vais prendre l'exemple en Haïti. En Haïti, pendant les périodes 2018, 2019, 2020, quand on voit les gens qui parlent, on entend qu'ils vont négocier. Parfois, ils disent des choses. Nous sommes radicales. Radical, ça encore, c'est dangereux. Du coup, on ne peut rien trouver si on est radical. On est radical, on ne peut rien trouver. Après, ça, c'est une approche purement occidentale. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas comme ça passe. Et voilà, il faut toujours garder son sang-froid, même si les gens cherchent à vous ironiser, ridiculiser. Voilà, croyez dans votre objectif. Objectif, déjà, c'est trouver un compromis. C'est ça. Mettez ça en tête et l'objectif de la négociation, c'est toujours de trouver un compromis. À la chinoise, quoi. C'est l'approche asiatique. Il faut toujours trouver un compromis. Patient aussi. Patient, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et moi, ça m'arrive plusieurs fois. J'ai des rendez-vous pour négocier des choses importantes. Et puis, la personne, quand j'arrive, la personne n'est même pas là. La personne me donne rendez-vous, mais la personne n'est pas là. Je dis, oui, j'attends. Mais j'attends. Et puis, j'ai toujours quelque chose avec moi, un bouquin, un ouvrage. J'ai lu un ouvrage. Ça me permet de lire un petit peu pour faire le temps passer. Et puis, quand on lit vraiment, on est plongé. Et puis, parfois, le temps passe, on ne voit pas. Et puis, ça permet de rester. Et quand la personne arrive, ah non, vous étiez toujours là. Oui, 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 j'attendais. Comme ça, la personne voit que vous êtes intéressé. Vous êtes intéressé. Et derrière, vous allez faire signer des contrats et des contrats. Des contrats à votre entreprise. Si c'est pour vous, vous allez signer des contrats pour vous. C'est ça. Ça, il faut tenir compte de ça. Après, il y a des personnes qui s'amusent à faire perdre du temps aux autres. Et le mieux, c'est de rester. Comme ça, la personne n'aura pas un argument pour dire, ah, quand vous étiez parti, j'étais arrivé. Bon, voilà, vous voyez, vous étiez parti, mais j'étais arrivé après. Non, vous restez jusqu'à ce qu'il ferme la porte sur vous et comme ça, vous pouvez rentrer chez vous. Ça aussi, d'être patient, ça, c'est important. Et puis, langage verbal et non verbal. Ça aussi, ça compte. Langage verbal. Le premier langage non verbal, ça, c'est extraordinaire. C'est un poignet de main. Un poignet de main, vous voyez, bon, si vous regardez la télé, vous allez voir que quand Emmanuel Macron rencontre Donald Trump, les poignées de main que Donald Trump donne. Bon, ça, parfois, il abuse aussi, mais c'est juste pour vous dire que c'est ça. Il faut que ça soit vrai. Il faut que ça ne soit pas quelque chose de molle. C'est un poignet de main, c'est quelque chose de solide. Et puis, vous regardez la personne dans les yeux. Ça aussi.
Communication verbale, non verbale. Si c'est moral, on va dire que vous êtes quelqu'un qui n'est pas sérieux. C'est c'est l'interprétation du monde occidental. C'est comme ça, c'est passe-partout. Tout le monde doit s'appliquer. D'accord? Tout le monde doit s'appliquer. Un poignet de main, c'est un pragne. On a dit de pragne. C'est quelque chose de solide. Bon, comme je vous ai dit, on va essayer de rentrer un peu dans les détails. On dit honnêteté, déjà, il faut être honnête, respecter la promesse hein, aussi. Et crédibilité, c'est parler des choses vraies. Faut pas raconter des salades. Et autre chose, ne jamais critiquer son patron. C'est la raison pour laquelle je vais essayer de partager avec vous une vidéo, j'espère que ça va marcher. C'était dans une émission qui s'appelle Patron Incognito. Ce sont des patrons qui se déguisent en tant que stagiaires qui cherchent un emploi ou bien qui cherchent à s'insérer dans la société, dans le monde professionnel, qui cherchent un emploi pour voir comment leur entreprise fonctionne. Mais il y avait des salariés qui forment ce patron, qui s'était déguisé en stagiaire, qui avait sorti des choses qui ne devraient pas sortir. Bon, je ne vais pas vous spolier, je vais vous laisser regarder un petit peu parce que c'est important. Alors, apparemment, ce n'est pas monté. Je vais essayer de refaire le partage pour vous. Alors là, je ne vois pas trop bien. Je vais le faire. Hop. Voilà. Alors, c'est juste pour vous montrer euh, ces choses-là qui existent déjà là. Quelqu'un qui vend un produit qui cherche à dénigrer l'entreprise et le produit qu'il vend. Là, encore ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut jamais le faire. Déjà, vous êtes là, quand vous vendez pour des produits pour une entreprise, vous êtes l'ambassadeur de l'entreprise. Vous êtes l'image de l'entreprise. Ça aussi, ça, c'est important. Bon. Chose qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que le patron qui s'était déguisé en stagiaire a pu voir comment le vendeur, en quelque sorte, vend ses produits ou bien représente son entreprise. Bon, c'est une marque qui s'appelle LDSC, c'est une marque qui assemble des produits informatiques. Ce sont des produits de première catégorie. Première catégorie des produits moins chers. On voit le patron a dit c'est lui qui assemble les produits. Assemble les produits. Ne vous inquiétez pas, après cette émission, le gars n'a pas été viré, le vendeur n'a pas été viré. Ils n'ont pas licencié les vendeurs. Euh, les vendeurs étaient restés à son poste. Et puis, on les avait utilisé le vendeur en tant qu'animateur d'une page sur les réseaux sociaux pour animer, pour dire que, pour mettre en avant les produits de la marque, hein, les produits de l'entreprise. Autre chose qu'on peut retenir par rapport à cette vidéo, et aussi le patron, c'est quelqu'un qui était aussi honnête. Hein, honnête hein. Bon, c'est une émission qui existe depuis longtemps. Longtemps, ce qui est intéressant, ça permet de comprendre comment ça fonctionne. Vraiment, le monde de l'entreprise, et ça arrive, on voit, la personne a un gros nom, hein, la personne gère une grande entreprise, mais parfois la personne ne sait rien dans l'entreprise. Je ne sais rien comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Voilà. On va avoir quelqu'un qui dit, bon, voilà, et puis depuis que j'étais petit, j'étais passionné par l'entreprise et la personne n'a jamais travaillé une fois dans sa vie dans une entreprise. C'est ça, c'était ça. Mais bon, si on revient toujours sur la négociation, qu'est-ce qu'on a constaté? Le patron qui avait joué le rôle de stagiaire, quand il a accueilli l'acheteur, il était souriant. Vous voyez? Souriant. C'était pas une technique parasite, hein, juste pour montrer qu'il sait sourire. Non, non, c'était ça. Il était souriant, c'était naturel. Ça fait du bien. Ça fait du bien quand on est vendeur. Quand on est acheteur aussi, on trouve quelqu'un qui est sincère. Mais bon, après, il y a Joris, lui, le vendeur pas excellent. Il n'a pas bien négocié avec le monsieur. La première chose qu'il a dit, ah bon, je sais que ça, ce n'est pas dans votre rayon, mais bon, c'est un peu mal poli d'avoir une posture pareille. Vous voyez, c'est ça. Il faut déjà écouter, ah ouais, bon, je vois je vois ce que vous dites, mais bon, hein, ce qu'on vous propose là, qu'on vend ne correspond pas à ce que vous cherchez. Voilà, être honnête avec la personne. Et pas abaisser la personne. Là, il était en train d'abaisser l'acheteur.
Et puis quelqu'un qui a des cheveux blancs et lui, il est un petit jeune de peut-être de 22, 23 ans. Vous voyez, ça aussi, ce sont des choses qu'il faut tenir compte du respect. Le respect, quand on est vendeur, on passe toute notre vie à négocier. On est négociateur. Moi, je suis négociateur parce que je suis enseignant. Quand on est enseignant, on négocie toujours avec les étudiants. Il y a toujours une négociation. Moi, j'ai tellement négocié, même un étudiant qui m'envoie des mails maintenant qui sur des rapports que j'attendais depuis le 12 novembre. Il m'envoie maintenant le rapport. Excusez-moi, j'avais pris du retard, etc., etc. Et bon, bref, voilà, c'est juste pour vous dire, on négocie toujours. On négocie toujours. Si j'étais de l'an 40, je pourrais dire, bon, pas de souci, vous avez envoyé en retard, vous avez essayé, vous dites, ah, bon. Par contre, ce que vous avez fait, vous avez pris du retard, j'attends des réponses plus approfondies. J'attends quand même, vous me présentez quelque chose qui a plus de poids. Voilà, vous avez pris du retard. Si vous avez pris du retard, c'était pour ça. Il faut négocier. Il faut négocier. D'accord? Voilà, ça c'est l'exemple. On a d'autres exemples à voir au fur et à mesure, on avance, mais c'est important de voir ces genres d'exemples pour ne pas commettre ces genres d'exemples. Quand on dit, il faut jamais critiquer son ancien employeur, même son ancien employeur aussi, il faut jamais critiquer son ancien employeur. Si vous travaillez avec quelqu'un, même si la personne était méchante avec vous, même si c'est quelqu'un qui vous fait du mal, vraiment du mal, il faut jamais critiquer la personne. Il faut jamais critiquer. Non, on a travaillé ensemble. Voilà, j'ai eu une bonne année d'expérience. Comme ça, vous mettez en avant les expériences professionnelles que vous avez acquises, même si c'est peu, mais quand même essayez de mettre en avant. Peut-être cette personne-là qui était très difficile avec vous, avec qui vous avez travaillé, ça vous a permis de grandir en termes de contrôle du contrôle de soi. Ça vous permet de vous autocontrôler, d'accepter aussi, hein, d'être plus résilient. Ça aussi, c'est une qualité. C'est une qualité, vous mettez ça en avant. Et vous n'avez pas besoin de dire que oui, ouais, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Vous dites que ça m'a permis d'être plus exigeant, sur mon autocontrôle. Et la personne qui est en face de vous, vous dit, ah ouais, c'est quelqu'un qui a du courage, il ne veut pas parler du mal de son patron. Il m'a dit, c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Et si vous critiquez, déjà, si vous critiquez les produits, vous dites que ce n'est pas de bonne qualité, on va, bon, vous êtes quelqu'un qui n'est pas sérieux, vous savez que ce n'est pas de bonne qualité, pourquoi vous vendez des produits de mauvaise qualité? Vous voyez, c'est tout ça. Ça joue contre vous. Ça aussi, c'est ça. Quand on dit qu'il faut être honnête et crédible, ça encore, on peut aller plus loin. Bah, honnête et crédible, on avait dit, il ne faut pas mentir faut pas mentir à la personne en face de vous, hein. Et puis, quand on dit il faut être honnête et crédible, ben, il faut dire la vérité. L'honnêteté, c'est ne pas donner à tout le monde. Mais bon, il faut respecter et il faut respecter les choses. Il ne faut pas faire de fausses promesses. Il ne faut pas faire de fausses promesses. Si ça permet de réduire tel problème ou bien ça permet de résoudre tel ou tel problème, il faut le dire directement. D'accord? Voilà, ça c'est important. Après, bon, comme je vous ai dit, il ne faut pas critiquer le produit ou le service. Et puis, prendre du temps pour écouter la personne. Prendre du temps, ça c'est important. Ça permet de cerner son besoin. Ça permet de comprendre la personne. Et quand vous prenez du temps pour écouter la personne, ça permet de mieux comprendre la personne, de proposer des produits ou services qui répondent à son besoin. Voilà, ça c'est aussi c'est important. Et toujours dans l'organisation, quand il faut être bien organisé, quand vous allez rencontrer la personne, marchez toujours avec un catalogue. Marchez avec un catalogue. Si vous n'avez pas des échantillons de produits à proposer à la personne, mais marchez au moins avec un catalogue ou bien plusieurs catalogues. Vous pouvez même laisser un catalogue à la personne. Voilà. D'accord? C'est, c'est important, il faut tenir compte de ça. Voilà. Aussi, on avait parlé de tenue vestimentaire. Là aussi, quand on parle de tenue vestimentaire, il ne faut pas n'importe comment. Il faut avoir une tenue qui conforme à votre profil métier en tant que négociateur. Les tailleurs, c'est ça qu'on avait parlé. Style bureautique, style des gens qui travaillent dans les bureaux. Ça aussi, ça c'est important. Même si vous n'avez pas l'habitude, ça, essayez d'avoir cette habitude. Bon,
On sait très bien, les personnes qui sont religieuses, hein, sont toujours bien habillées. Bon, ça, il faut pas poser il faut pas poser de questions sur ça. Mais on sait très bien, ça passe toujours très bien avec les personnes qui sont religieuses. Mais dans l'ensemble, il faut avoir une tenue vestimentaire qui corresponde à votre métier. Bon, je ne vais pas vous dire il faut apporter une cravate, mais il faut bien porter une costume. Mais chemise, pantalon, troual, c'est tissu, voilà. Tailleur, c'est un langage qu'on emploie beaucoup plus. Tailleur, ça fait le coup. Ça fait le coup, ça marche très, très bien. Et puis, bien repasser aussi. C'est pas seulement vous ajoutez quelque chose, vous portez une chemise qui n'est pas repassée, il faut que ça soit bien repassé, pantalon bien repassé, et puis jupe bien repassée, robe bien repassée, etc., quand vous allez négocier. Ça aussi, ça, c'est tenez compte de ça. Voilà. Et être un bon communicant, ça aussi, ça c'est important. La communication. Parce que c'est important. Sinon, si on ne communique pas avec la personne pour vendre votre produit ou votre service ou bien pour vendre votre solution, ça ne va pas bien, ça va pas se passer. La personne ne va pas acheter. Il faut déjà que vous êtes prêt à vendre votre produit et votre service ou Bien, bien votre votre solution. solution. C'est comme ça marche. Quand vous faites ça, ça passe très bien. Vendre votre produit, votre solution. Vous êtes en tête, vous êtes là pour communiquer. Communiquer, c'est un échange. Écoutez la personne et puis vous répondez à la personne. En même temps, vous ajoutez des objections. Ça, c'est important. OK? Quel que soit son équité. Et d'être charismatique. Bon, en termes de personnes charismatiques que le monde a connues, bon, on a connu Nelson Mandela, il y a toujours Barack Obama. Bon, avec Barack Obama, c'est l'une des personnes les plus charismatiques au monde. Voilà, c'est ça. C'est d'être charismatique. Charisme. Ça aussi, ça c'est important. D'être charismatique dans la négociation, ça passe très bien. Et même si vous voyez la personne monte, vous gardez votre calme. Vous souriez, souriez. Ce n'est pas juste rigoler. Ce n'est pas rigoler, on parle de sourire. Ce n'est pas rigoler. D'être ponctuel. Bon, ça aussi, le plus souvent, dans les écoles de commerce, on utilise ça pour montrer quelqu'un qui dit que quelqu'un qui va commencer un entretien à 8 heures et puis à 8h10, il est dans la rue, il court. Il est en retard. Non, c'est ça, d'être ponctuel, respecter les rendez-vous, d'être à l'heure au rendez-vous. Ça, je vous ai dit ça tout à l'heure. Quand vous arrivez avant l'heure, vous aurez le temps de vous approprier de l'environnement, de rencontrer la personne avec qui vous allez discuter, de vous présenter, de dire ce que vous faites dans la vie. Comme ça, pour vous familiariser professionnellement. Et puis, et ça passe très bien. Ça passe très bien. D'accord. C'est tout ça qu'on vous encourage à faire. Et déjà, de vous présenter à l'heure, d'arriver avant l'heure, même 30 minutes avant l'heure, c'est exceptionnel. 30 minutes avant l'heure, ça veut dire que vous respectez votre rendez-vous et vous pouvez arriver, vous attendez à la salle d'attente. Quand vous arrivez avant l'heure, vous aurez le temps déjà de vous respirer, de prendre l'atmosphère du lieu. Et puis, vous aurez le temps de regarder vos fiches, hein, parce que c'est important. Vous n'allez pas euh, les mains dans les poches, hein, quand vous allez négocier. Vous avez des fiches avec vous. Si vous allez présenter un produit ou un service, hein, il y a un ensemble d'informations sur le produit. Vous pouvez résumer et puis vous avez sélectionné, vous avez déjà formulé un ensemble de questions et avec leurs réponses, vous pouvez regarder et réviser ces questions et ces réponses. Et comme ça, vous avez des contre-coups. Vous avez des coûts et des contributions pour, pour mieux gérer la négociation. Et en même temps, ça peut arriver, vous avez votre ordinateur, vous n'avez pas assez de charge. Peut-être pendant que vous êtes dans la salle d'attente, vous pouvez demander à la secrétaire ou bien la réceptionniste ou le réceptionniste qui vous accueille de vous aider ou bien, si vous n'avez pas de possibilité, vous pouvez trouver dans les alentours un endroit pour recharger votre ordinateur sur le temps. Ça aussi, ça c'est important quand vous arrivez avant.
et puis vous pouvez vous reposer, et puis l'esprit tranquille. Peut-être avant de vous recevoir, la personne avec qui vous allez négocier, ou bien les personnes avec qui vous allez négocier, ces personnes-là sont dans une autre réunion très tendue. Ça, c'est une occasion pour vous. Déjà, quand vous allez négocier, et puis bon, ça va bien se passer. Voilà, c'est ça, d'être toujours à l'heure au rendez-vous, la ponctualité. Si on vous donne rendez-vous à 7 heures du matin, c'est 7 heures du matin. Il ne faut pas dire, ah ouais, 7 heures du matin, je ne sais pas, je ne peux pas arriver à l'heure parce que, non. À 7 heures du matin, vous vous réveillez à 4 heures du matin, vous vous préparez, et à 6 heures, vous appelez un taxi et vous partez. Si vous avez votre voiture, vous prenez votre voiture et vous partez. Voilà, ça c'est important. D'accord? Et autre chose, toujours quand on parle de la ponctualité, euh, il y a des accessoires qu'on n'avait pas encore parlé. Il faut tenir compte de ces accessoires-là. Si vous êtes, dépendamment du pays où vous vous trouvez, si vous êtes en période d'hiver, il fait froid, marchez avec des choses qui vous réchauffent. Parce que ça peut arriver que la négociation se passe dans un espace qui fait très froid. C'est comme ça pour vous déstabiliser. Tous les moyens sont bons, surtout dans les entreprises capitalistiques. D'accord? Alors, et le sang-froid, gardez votre calme. Ça peut arriver. Il y a des gens qui sont en face de vous, qui sont là pour vous intimider et pour vous provoquer. Mais dans ce cas-là, vous gardez votre calme. Vous gardez votre calme. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous gardez votre calme. Vous gardez votre calme. Et je me rappelle, j'étais dans un espace, on était en train de discuter. C'était pour un projet très intéressant. Un projet sur lequel j'ai passé 3 ans à travailler, que j'ai tout dans ma tête et sur mon ordinateur. Mais des gens qui ne comprennent rien dans rien cherchent à s'imposer. Moi, je laisse la personne s'impose et puis je dis, bon, comme on a épuisé le temps, on va prendre un autre rendez-vous si vous voulez. Si vous ne voulez pas aussi, je garde mon projet. Voilà, c'est comme ça ça passe. Parce que les personnes qui veulent toujours se faire remarquer, et puis au final, et la personne qui est perdante, et moi, je sors gagnant. Alors, là, c'est important, il faut garder votre calme, votre sang-froid. Même si la personne monte en 10 000 pieds, vous restez calme, vous écoutez. Restez totalement indifférent. Ça aussi. Quel que soit le type d'interlocuteur, quel que soit le type de client. Encore un client, là encore. Bon, là encore, il y a toujours la négociation. Par exemple, si vous travaillez dans un centre de services après-vente, les services après-vente, là, vous êtes là pour gérer les avis clients, les plaintes clients, etc., etc. Vous êtes là pour gérer ces choses-là. Parce qu'ils sont très compliqués. Qu'est-ce que vous devez faire? Un client qui n'est pas content, qui n'a pas reçu son produit ou bien son service à l'heure, eh bien, bon, le client a raison. Il faut juste l'écouter. Il faut juste l'écouter et laisser la personne déverser, déverser ses émotions. Et après, calmement, vous reprenez la personne, vous donnez raison déjà. La première chose à faire, vous donnez raison à la personne. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Ça, par contre, ce n'est pas de ma faute, mais c'est la faute de l'entreprise. Par rapport à ça, on va vous proposer quelque chose. On va vous proposer une alternative. Ça, ce mot-là, je le répète souvent, au moins 3 ou 4 fois à chaque séance. Il faut trouver toujours des alternatives. D'accord? Voilà, ça c'est important. Gardez votre calme, quel que soit le niveau que la personne. Déjà, vous vous rappelez l'histoire de Platon et sa femme. Sa femme, il a eu des soucis avec sa femme, et puis sa femme était énervée, remontée, et puis pour couronner le tout, sa femme lui a jeté un gobelet rempli d'eau en plein visage, et puis bon, ses disciples avaient dit, mais je ne comprends pas, t'es un homme, maître, pourquoi t'as laissé une femme t'injurier devant tes amis et pour couronner le tout, t'as jeté un gobelet rempli d'eau dans ton visage. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, c'est normal parce que avant c'était la tempête et maintenant il pleut, donc ça fait du bien. Vous voyez, c'est la tempête, maintenant il pleut, ça fait du bien. Bon, bref. Alors, c'était juste cette logique-là, et puis il faut toujours l'appliquer des choses qu'on a appris en philosophie, en classe terminale, qui nous servent toujours. Ça aussi, c'est important.
d'être patient. Alors, oui, ça encore, bon, on avait déjà parlé, on ne va pas passer trop du temps sur la patience, hein. Ça, c'est important. Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité-là d'attendre. Ça aussi. Il ne faut pas être trop pressé, parce que la première chose que vous ayez en tête, que le client est toujours occupé. Si vous êtes encore en B2B avec une entreprise, vous négociez, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les responsables managers sont toujours occupés, sont toujours pressés. Ils n'ont pas le temps à vous consacrer. C'est à vous de trouver des moyens, de trouver un peu d'état, d'être patient et puis de consacrer du temps. Et bon, autre chose qu'on vous dit, il ne faut pas trop forcer la main. Vous essayez, quand je vous ai dit qu'il faut trouver des alternatives, vous essayez deux alternatives. Après trois alternatives, il ne faut pas trop forcer. On voit que cette personne-là ne veut pas vous recevoir. Ce que vous allez faire, vous allez dire, bon, on va laisser passer ce moment-là. Peut-être dans 6 mois, on va revenir. 6 mois. Là, je parle de mon expérience. Par exemple, il y a un service qu'on m'avait proposé en 2020, fin 2020. Je n'étais pas intéressé, mais cette année, je suis intéressé par ce service-là. Pendant que j'étais en train de réfléchir par ce service-là, je me suis dit, bon, comme j'ai des cours, je suis totalement bloqué avec des cours jusqu'au mois de mars. J'ai dit, bon, pour ce service-là, pour m'améliorer, ce sera à partir du mois de mars, il me faut ce service-là. Et puis, donc, pendant la semaine, la même personne m'avait proposé, m'avait appelé pour me dire qu'il y a des améliorations. Voilà, est-ce que je suis intéressé cette fois-ci? J'ai dit, oui, je suis intéressé, mais à partir du mois de mars. Et du coup, la personne il dit que bon, je vais vous contacter à partir du mois de mars. Voilà, c'est comme ça. Il faut penser à ça. Peut-être à ce moment-là, la personne n'était pas intéressée, mais vous attendez 6 mois. Après 6 mois, vous relancez la personne. Et quand vous relancez la personne, ce que je vois, la faute que des commerciaux font souvent, c'est dire, vous vous rappelez, vous étiez avec nous, je vous rappelle pour renouveler. Mais non, je n'étais pas avec vous. Ça, il faut que vous soyez honnête. Et la personne n'était pas honnête. Voilà. Et ces gens de personnes ne sont pas honnêtes. Vous dites que vous étiez avec nous et on vous appelle pour renouveler. Mais non, pas pour renouveler, hein. Et comme ça, c'est un peu malsain. Ça, c'est beaucoup plus les compagnies d'assurance qui font ça. Les compagnies d'assurance vous appellent pour dire que vous étiez avec nous, vous étiez dans notre base de données, vous étiez avec nous. Voilà, vous avez arrêté, on aimerait renouveler avec vous. Mais non, non, c'est pas comme ça. La première chose, c'est que vous étiez avec nous, ou bientôt, on a eu des contacts avec vous, faut poser la question que vous n'étiez pas intéressé. On aimerait savoir si vous êtes maintenant intéressé. Bon, ça, c'est l'honnêteté qu'on avait parlé. L'honnêteté et crédibilité. C'est ça qu'on va essayer de voir quand on parle de la patience. À partir de 3 essais, la personne ne veut pas et on passe à autre chose. On peut revenir dans 6 mois. Et autre chose, le langage verbal et langage non verbal. Ça aussi. C'est là encore, ce que les Américains appellent le body language. Les anglophones appellent le body language. C'est la personne qui parle avec vous, hein, comment la personne se comporte. Le poignet de main. Un poignet de main doit être ferme pour que ça ne soit pas molle. Quand c'est mou, elle dit, bon, là, il y a un problème. Il y a un problème. La personne qui donne ce poignet de main n'est pas sérieux. Et bon, par rapport à langage verbal et non verbal. Le langage verbal, quand vous négociez, il ne faut pas utiliser un langage familier, un langage vulgaire. Ça ne correspond pas du tout. Ça, il faut soigner votre langage. Ça, c'est important. Il faut utiliser le vouvoiement, pas le tutoiement. Même si vous connaissez la personne, mais la personne vous reçoit dans un cadre professionnel, c'est le vouvoiement. Même si la personne vous tutoie, vous continuez avec votre vouvoiement. D'accord? Ça, c'est important, c'est le langage verbal, pas du langage familier et pas du langage vulgaire aussi. Ça aussi. Même si le produit que vous vendez, ça apparente à des utilisations vulgaires, mais vous restez poli et professionnel. D'accord? Parce que vous avez votre vie professionnelle et vous n'allez pas mélanger votre vie privée, votre vie sociale avec votre vie professionnelle. Il ne faut pas tout mélanger. Votre vie professionnelle, c'est votre vie professionnelle. Votre vie familiale, votre vie d'amitié, et puis c'est votre vie d'amitié.
D'accord? Il ne faut pas tout mélanger. Ça aussi, c'est important. On juge beaucoup plus sur ces choses-là. Concernant le langage non verbal, votre regard, vous parlez avec la personne, vous regardez la personne dans les yeux. N'a- N'ayez pas des regards un peu perdus dans le vide. Quand c'est perdu dans le vide, quand vous parlez, vous regardez en l'air, c'est vrai, parfois, les personnes qui sont introverties ont cette habitude-là de regarder dans les airs. C'est vrai, mais bon, la société juge ça. C'est vous regardez la personne dans les yeux et fixez la personne quand vous parlez avec la personne. Fixez la personne. Comme ça, la personne voit, vous parlez avec elle. Parce que j'aime bien, c'est surtout les Canadiens. Hein, quand vous négociez avec les Canadiens vous regardent dans les yeux. Et parfois, ça fait peur. Vous voir. La personne vous regarde, vous fixe dans les yeux et ouvre les yeux en même temps pour vous expliquer quelque chose. Ça, c'est des choses, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est cette capacité-là que les Canadiens ont. Ils sont totalement différents des Américains. Les Américains vous fixent du regard, voilà, c'est bien, mais les Canadiens vous fixent en même temps, ouvrent les yeux quand les Canadiens vous expliquent quelque chose. Ça aussi, on sent la chose. On sent, on sent qu'il y a du sérieux dans ce que la personne explique. Alors, c'est le langage non verbal. Vrai, hein, il ne faut jamais hocher les épaules. Quand on vous dit, la personne vous dit quelque chose, vous faites comme ça. Mais non, ça ne veut rien dire. Ou bien vous faites comme ça. Ça ne veut rien dire. Vous êtes en négociation. Tout ça, vous gardez cet type de langage pour vous quand vous êtes dans votre cercle fermé, en milieu professionnel, mais non, ça ne correspond pas du tout en milieu professionnel. D'accord? Et en milieu professionnel, vous gardez ça, vous respectez ces codes-là. Voilà. Et puis, l'expression de votre visage. Bon, là, vous voyez pas mal d'expressions et puis des signes. Hein. Bon, ça, c'est beaucoup plus pour les filles. Ce n'est pas caricatural, ça n'a rien à voir avec la misogynie. Les filles ont souvent tendance, quand elles parlent, à toucher leurs cheveux, à tourner leur cou. Ça aussi, c'est normal. C'est normal, c'est puis parce que les filles prennent beaucoup plus de soin de leurs cheveux par comparaison aux garçons. C'est normal, c'est à cause de ça, ça reste comme habitude. Mais les vraies négociatrices chassent ces gens d'éthique de langage corporel. D'accord? Ils chassent ces gens d'éthique de langage corporel. Ah, ça, c'est important, l'émotion. Et autre chose, comme je vous ai dit, pour pallier à ces manquements en termes de type de langage, quand la personne parle, vous prenez des notes. Vous faites semblant d'écrire quelque chose, même si vous écrivez un seul mot, vous cherchez à souligner à nouveau le même mot, et ça permet d'échapper un petit peu. La personne voit que vous êtes intéressé à ce qu'elle dit. Ça, c'est important. D'accord? Voilà, ça, c'est aussi les postures aussi. Quand la personne parle, vous faites comme ça. Même si vous écoutez, la personne voit que vous êtes nonchalant. Vous êtes nonchalant. Il ne faut jamais faire comme ça. Et puis, bon, dépendamment de la culture, quand on reste comme ça, on casse les bois. C'est c'est- c'est- c'est une posture de protection. Vous cherchez à vous protéger par rapport à ce que la personne dit. Bon. Et puis, ce qui se passe, vous pouvez rester comme ça. Vous voyez? Comme ça. Mais quand vous faites comme ça, vous croisez les bras comme ça ne marche pas. Et tout ce type de langage, ça, c'est important, ça participe dans la communication, dans la négociation. Ça vous met en faiblesse et la personne va prendre le dessus. Et autre chose, quand la personne parle, vous regardez la personne, vous clignez des yeux plusieurs fois parce qu'il y a deux, trois, à chaque 3 secondes, vous clignez les yeux. Ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. D'accord? Il ne faut pas le faire, il faut regarder la personne. Et la façon, ça peut arriver que vous n'avez pas cette habitude de regarder les personnes droit dans les yeux. Vous regardez leur front ici, vous regardez directement au niveau de leur front. Ça permet de ne pas croiser leur regard directement. Et puis, vous regardez leur front, vous vous protégez et ça passe très bien. D'accord? Ce sont des choses qui existent, qui ont été testées par des psychologues et puis ça passe et vous pouvez passer, discuter avec n'importe qui, quel que soit le président de n'importe quel pays, le roi de quel ou tel pays, même le pape. Il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez aller, vous discuter, puis vous montrer vous intéresser à la personne. Et après, quand vous expliquez quelque chose,
Là encore, il ne faut pas rester apathique. Vous expliquez, vous dites, ah, attention, oui, ça vous permet d'avoir un chiffre d'affaires plus intéressant. Mais non, ça ne passe pas. Oui, ça vous permet. Et vous dites, essayez de faire en sorte comme si vous êtes en train de donner des ordres à la personne. Ouais, ça, si vous l'avez, par contre, ça va permettre d'accroître votre chiffre d'affaires. Voilà, il y a telle personne qui l'avait fait, il y a telle entreprise qui l'avait utilisé. Vous faites des gestes, ce n'est pas des gestes parasites. Voilà, des gestes parasites. Quand on fait des gestes parasites, on voit ça. On voit ça, des gestes qui ne veulent rien dire. D'accord? Ça aussi, il faut le faire, il faut le faire, et puis ça marche très bien. Et puis si vous êtes debout, pareil, essayez de suivre comment les hommes de théâtre, les hommes et les femmes du théâtre font. Regardez leur posture, déjà. Comment ils tournent. Essayez de balayer tout ce qui est en face de vous. De voir dans un champ 180 degrés. Regardez à la hauteur de 180 degrés, déjà, le stress disparaît. Et puis, une fois que vous faites ces regards, et puis, ça passe. Et autre chose, autre technique aussi, on vous dit dans le langage corporel, essayez euh, et- d'inspirer par le nez et respirer par la bouche. Aussi, ça encore, ça vous aide. Ça vous aide beaucoup. Et voilà. Et bon, on dit par contre, si c'est un appel téléphonique, c'est difficile à évaluer. C'est très, très difficile à évaluer parce que, bon, voilà, c'est au téléphone, on ne sait pas comment qui est la personne en face, avec comment est la personne, et puis bon, ça ne permet pas de voir. Mais par contre, en visioconférence, vous êtes en visioconférence, ce n'est pas parce que c'est en visioconférence, vous pouvez participer n'importe comment. Non, il faut vous habiller. Il faut que vous vous habillez et puis allumez votre caméra. Ça aussi, vous êtes en négociation, allumez votre caméra. Sinon, vous partez avec des points négatifs. Vous partez avec des points négatifs. Ça, il faut toujours avoir les bonnes pratiques. D'accord? Voilà, ça, c'est important. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va voir le cas particulier du téléphone. Normalement, Émilie m'envoie deux messages déjà pour me dire c'est l'heure. Bon, on va juste voir ça par téléphone, des cas particuliers. On va pas rester peut-être la semaine prochaine. Ah ouais, la dernière séance, ce sera au mois de janvier. Désolé. Ouais, c'est quoi? Bon, je ne m'appelle plus, en quelque sorte. Si c'est au mois de janvier, première semaine du mois de janvier, comme ça, on va revoir ces notions. Quand particulier par téléphone, on dit préparez-vous minutieusement et renseignez-vous sur le prospect et son entreprise si vous êtes en B2B, si vous êtes en négociation B2B. Vous allez faire la négociation par téléphone, vous vous préparez minutieusement. Vous avez tout avec vous, tout ce qu'on avait dit. Il faut que vous avez une liste déjà, une liste des choses sur lesquelles on va discuter. La liste des questions, vous préparez un ensemble de questions avec un ensemble de réponses. Et le produit, comme la personne ne peut pas voir le produit ou bien le service en soi, vous argumentez sur les caractéristiques du produit ou du service parce que la personne ne peut pas voir. C'est au téléphone. C'est pareil. C'est pareil quand bon, vous allez voir que quand on vous appelle pour vous proposer un poste, un emploi par téléphone, c'est ça. Et que, bon, si vous avez qu'on va vous appeler, il faut que vous préparez quelques questions. Des questions. Voilà, c'est ça. On va y revenir, on ne va pas passer notre temps, mais autre chose également, établir une première impression positive. Vous établissez une première impression positive, c'est présentez-vous clairement et chaleureusement, ça aussi. Vous faites des essais tout seul. Moi, une fois, j'ai vu que, bon, c'était quand j'étais en master, j'ai un ami qui était en master aussi, avant sa présentation, la présentation de son mémoire de fin d'études, je vois, on était dans la même résidence. Je vois, il arrive dans la cuisine de tout le monde, il commence à présenter, il a dit bonjour. Il était tout seul, il a dit bonjour. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il a dit, oui, mais je me présente, hein. C'est comme ça, il faut que j'ai l'habitude. Moi, j'avais pris ça à la légère. Mais le gars, il est arrivé à la présentation, il a emballé tout le monde. Quand j'ai vu ça, ma présentation, c'était dans 2 semaines plus tard, j'ai fait pareil. J'ai fait pareil, je regarde dans ma chambre, je reste dans ma chambre, et puis je présente ce que j'ai à faire, et ça passe très bien. Et ça m'a beaucoup servi. Quand une entreprise me dit que je vais vous appeler, bon, une école, bon, je ne travaille pas dans les entreprises dures, une école me dit, un représentant d'une école me dit qu'on va vous appeler
tel jour à telle heure, on va discuter de votre profil. Ce que j'ai fait, je prends mon CV, je regarde mon CV par rapport à l'école, par rapport aux éventuels postes que je vois sur le site Internet. Je fais une compilation des informations importantes. Je cherche sur Internet des informations sur l'entreprise, sur l'école, etc. Et après, je fais des essais. C'est ça que vous devez faire. Vous faites des essais dans votre coin, vous faites des essais et puis vous vous présentez et puis ça, ça vous permet d'être à l'aise. Quand vous allez parler, ça va sortir automatiquement. C'est pareil pour une équipe de football, hein, ça s'entraîne, hein, l'équipe s'entraîne. Si l'équipe passe 3 jours sans entraîner et puis bon, arriver sur les terrains, les joueurs ne vont rien faire. Voilà, adopter un ton de confiance et naturel, ça aussi. La naturalité, il ne faut jamais essayer d'être génial si vous n'êtes pas génial. C'est jamais d'être souriant si vous n'êtes pas souriant. J'ai déjà vu euh, des personnes qui sont dans les médias, parfois, qui parlent quelque chose, qui cherchent à sourire un petit peu, et ça se voit, ce n'est pas naturel. Quand c'est naturel, c'est quand on discute avec quelqu'un. Mais présenter quelque chose qu'on présente qui n'est pas plaisant, on voit que la personne sourit, bon, ou bien rigole. Là, on voit que c'est quelque chose de marketing. C'est pas ça. Quand on dit qu'il faut être souriant, naturel, confiant, et puis ce n'est pas du marketing. Orienter client, soit orienter client, poser des questions pour comprendre et pratiquer l'écoute active et reformuler si nécessaire. Alors, quand on dit pratiquer l'écoute active, bon, ça on avait déjà vu, c'est que quand vous discutez avec la personne au téléphone, vous écoutez. Vous écoutez la personne avant de placer votre mot. Si vous n'écoutez pas, et puis ça ne correspond à rien, il faut écouter la personne avant de placer votre mot. D'accord? Et puis poser les questions qui sont censées par rapport aux besoins. C'est vrai, vous appelez la personne, vous êtes en train de prospecter, vous vendez un produit ou un service. Il faut écouter la personne. Il ne faut pas faire en sorte tout ce que la personne dit et vous maîtrisez aussi. C'est pareil, c'est quelqu'un qui m'avait appelé pour me donner des informations sur une école avec qui j'ai collaboré pour savoir est-ce que la personne, à la fin, elle va trouver un certificat. Il dit oui, vous allez trouver. Il dit, la personne m'a profité pour me dire, ouais, j'ai vu que vous avez fait Bioforce. Moi aussi, j'ai fait Bioforce. Je dis, oui, j'ai fait Bioforce. Et puis, la personne continue pour me dire, je vois que vous avez travaillé. Moi aussi, à l'Action contre la faim, moi aussi, j'ai travaillé. Il dit, ah ouais, c'est intéressant. Il dit, ah, je vois, la personne est en train de jouer une tactique que j'ai appris dans la négociation, de montrer qu'on partage les mêmes valeurs que la personne. Ça, c'est dangereux. Il ne faut pas le faire parce que il faut que ça soit naturel. Quand vous l'utilisez, c'est de la théorie et la théorie a toujours des limites. D'accord? Si vous n'avez jamais travaillé, il ne faut pas le dire. C'est pareil. C'est pareil, j'étais dans un jury de recrutement des étudiants pour une école de commerce. Et puis, il y a un étudiant qui arrive hein, dans son CV, on avait vu dans son CV, l'étudiant avait plusieurs endroits qu'elle avait voyagé. Et puis, il y avait quelqu'un âgé, très expérimenté, un retraité, qui était dans le jury avec moi. Il a dit à l'étudiant, mais j'ai vu que vous étiez en Guyane. Vous avez fait quoi en Guyane? Vous étiez où? L'étudiant a dit, j'étais à Kourou. Il dit, à Kourou pour faire quoi? Ah, j'étais à Kourou pour Ariane. Et il y avait quoi? Il y avait quoi? Vous logez où? Ben, l'étudiant n'arrive même pas à répondre. Et pourtant, la personne retraitée qui était avec moi, c'est quelqu'un qui travaille pour l'espace et Ariane. Travaille qui est pour Ariane, qui a travaillé pour l'Ariane parce que c'est quelqu'un de l'école des mines. Voilà. Là encore, il ne faut pas mentir. Après l'entretien, dans la délibération, la personne a dit, bon, l'étudiant a menti, bon, on ne va pas prendre quelqu'un qui ment déjà à l'entrée. Voilà, ça, il faut être honnête déjà. Autre chose, on va voir ces 10 points, on ne va pas passer notre temps, on va revenir peut-être en janvier au dernier cours. C'est capter rapidement l'attention. Bon, ce n'est pas janvier dernier cours, on verra. Capter rapidement l'attention, c'est préparer une approche percutante. Déjà, vous vous présentez, vous dites bonjour, je m'appelle telle personne, voilà, j'ai eu votre coordonnée de la part de. Voilà, c'est comme ça. Sinon, la personne va vous demander, bon, d'où trouvez-vous mon numéro de téléphone pour m'appeler? Voilà, c'est ça. Vous vous présentez, je suis représentant de telle entreprise, je vous appelle.
tel but, hein, tel objectif, tel but, etc. Et puis bon, comme ça, vous pouvez allez, capter l'attention de la personne avec une approche et vous respectez le temps parce que les gens n'ont pas assez de temps. Vous mettez en tête, en moyenne, il faut 5 minutes par personne. J'appelle pour 5 minutes. Déjà, je me présente, première chose. Deuxième chose, je présente le service ou le produit pour lequel j'appelle. Et puis, j'écoute ce que la personne a à me dire par rapport à son besoin. Et puis, je peux avancer. Si la personne dit, ah, je n'ai pas le temps, il faut demander, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous demain, etc., etc. Gère les objections. C'est ça que je vous ai dit. Il faut toujours anticiper des questions. Vous préparez des questions et vous préparez des réponses en même temps. Il faut anticiper. Si c'est pour un produit, il faut penser que la personne va vous demander le prix quand même. Si c'est un produit sophistiqué, bah, de gros volume, la personne va vous demander quand même comment se faire livrer pour la livraison. Voilà. Le service après-vente derrière. Les conseils pour l'utilisation, etc., etc. Ça, c'est important. Et après, et créer de la valeur. Ça aussi. C'est montrer que ce que vous êtes en train de vendre, de proposer, c'est quelque chose qui n'existe pas à 100% chez la concurrence. Et aussi, ça permet d'améliorer les conditions, ou bien les services, ou bien les conditions de la personne à quelques pourcentages. Là encore, il faut donner des statistiques des personnes qui ont déjà utilisé, combien de personnes, combien de retours positifs que vous avez eu. Ça, vous vendez ça, vous dites avec des argumentaires sérieux, parce qu'il faut dire que si vous voulez, je vous envoie un lien, vous pouvez aller regarder sur tel site, telle personne qui avait commenté. Alors, négociation, toujours négociation, restez professionnel, mais c'est ça qu'on a fait. Faites preuve d'empathie. Il ne faut pas toujours chercher à provoquer la personne pour proposer quelque chose. Il faut respecter la personne qui est au téléphone. Il faut éviter de mettre la pression sur la personne. Ça aussi, c'est important. Voilà, fixer des objectifs clairs, ça on avait déjà dit. Si la personne n'est pas disponible, vous prendre des rendez-vous. Si la personne n'avait pas compris, il faut prendre des rendez-vous. Si ce n'est pas la personne qui décide, ce sont d'autres responsables, il faut toujours prendre des rendez-vous, etc., etc. Et puis, à la fin, vous faites un résumé, vous confirmez l'engagement. Le résumé, si vous avez eu la personne au téléphone, mais vous faites un bilan, vous envoyez un mail à la personne. Un mail qui résume l'échange que vous avez eu avec la personne. Même si la personne n'avait pas le temps, la personne ne voulait pas vous écouter, vous dites, bon, appelez-moi telle date ou telle date, vous n'allez pas attendre la date. C'est une fois que vous terminez, vous faites un petit rapport, vous envoyez un mail à la personne automatiquement. Et ça, c'est très important. Si vous n'avez pas le mail, vous demandez toujours à la personne, puis-je avoir votre mail parce que j'aimerais vous confirmer. Voilà. OK? Dernière chose, soyez le suivi. Oui, il faut qu'il y ait toujours un suivi. Ça, j'avais pris plusieurs exemples, même sur moi. Et puis, c'est comme ça. On cherche, à chaque fois qu'on établit la prospection, on fait de la négociation, on grandit, on arrive à avoir pas mal d'expérience et qui permet d'améliorer par la suite.